dans la lettre de l'acheteur, le magazine des matières premières et des denrées alimentaires, une émission hebdomadaire à retrouver sur TV Finance. On retrouvera dans cette émission, on reviendra sur la transition agri-écologique avec notre invité Francky Duchâteau, et puis notre analyste Mathieu Driol reviendra avec nous, analysera pour nous 2 cours de matières premières. On regarde avant ça quelques actualités liées aux matières premières, et d'abord le marché du blé qui est en mutation depuis quelques années, et les exportateurs, notamment la Chine, sont de plus en plus en demande de blé protéiné. Alors c'est un effort que doivent faire les professionnels français, notamment pour satisfaire cette demande. Les exportateurs français doivent aussi renforcer les contrôles phytosanitaires sur la marchandise. La France, elle a des rares fournisseurs agréés capables de capter la robuste demande chinoise en termes de volume. Les exportations de blé français ont atteint un niveau historique de 2,5 millions de tonnes en 2020, et la concurrence est principalement australienne. Et au rayon fruits et légumes, c'est le chou-fleur qui voit son prix largement remonter suite à une récolte en repli de 8% et même 18% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Les températures élevées ainsi que la sécheresse de l'été ont handicapé les cultures. C'est notamment visible dans les Hauts-de-France qui ont eu recours à l'irrigation pour contrer le phénomène. Ce déficit de l'offre entraîne une remontée des prix de 24%. Et on finit avec l'Espagne, toujours en première place du podium de la production de bananes, cultivant et commercialisant 382 000 tonnes de ce fruit en 2020, soit plus de la moitié de ce que produit l'Europe en une année. Et devant la Guadeloupe et la Martinique, 2 départements d'outre-mer français qui sont toutefois comptabilisés de manière autonome par la Commission européenne. La banane espagnole est également celle qui est vendue la plus chère, bien plus chère que celle produite aux Antilles. Voilà qui nous a fait voyager. On va essayer de réfléchir à présent avec le think tank AgriD, à retrouver tout de suite dans l'interview. De retour dans la lettre de l'acheteur pour l'interview, et le monde agricole et agri-alimentaire a beaucoup d'idées et nous en fait part aujourd'hui avec le think tank AgriD. Nous recevons son responsable entreprise durable et territoire, Francky Duchâteau. Bonjour Francky. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif de votre think tank AgriD ? Tout à fait, donc c'est un think tank, on dirait en d'autres mots un laboratoire d'idées. Sa vocation, c'est de produire du savoir stratégique qui accompagne les réflexions des décideurs politiques et économiques. Et notre think tank est principalement concentré sur l'entreprise agricole. C'est qu'on s'intéresse notamment à ces marchés, à ces filières organisées, mais aussi au droit rural par exemple. Et pour ma part, je suis plus sur le volet gestion des entreprises qui touche des domaines de type comptabilité environnementale, gestion des risques, transition agroécologique par exemple. Donc nous fonctionnons sous forme associative, nous avons 400 membres, la moitié étant des chefs d'entreprise agricoles, l'autre moitié étant des entreprises des filières, donc de l'amont à l'aval, de la distribution, de la transformation, du monde de la finance et de l'assurance. Et on s'organise sous forme de groupes de travail thématiques qui produisent des notes, des analyses de synthèse, des colloques réguliers tout au long de l'année et qui ont vocation à faire des propositions pour encourager le progrès en agriculture. Et justement, à qui est-ce que vous adressez les propositions sur lesquelles vous travaillez ? Alors, on est à vocation utilité publique, donc c'est ouvert à tout le monde, c'est accessible. C'est principalement ciblé quand même vers les décideurs politiques, donc l'administration, ceux qui élaborent les politiques publiques pour les orienter dans une voie d'évolution au service de l'agriculture, mais aussi dans nos membres, beaucoup d'acteurs qui sont dirigeants d'entreprises et qui ont besoin également d'alimenter leurs idées, leurs réflexions stratégiques dans leur propre filière, dans leur propre entreprise. Donc, ce qu'on fait en commun, en manière pluridisciplinaire, leur est utile également dans leur pilotage au quotidien. Et quels sont vos moyens d'action une fois que vous avez décidé de vos propositions ? On fait beaucoup de communication, d'influence. On est souvent sollicité par les centres de réflexion qui sont autour, par
par exemple du gouvernement, il y a France Stratégie, il y a des structures auprès des différents ministres, d'autres think tanks également qui nous sollicitent. On a aussi beaucoup de demandes de la presse spécialisée qui nous interviewe en tant qu'experts. Donc on a plusieurs valorisations, puis beaucoup de colloques, beaucoup de publications écrites qui sont diffusées toutes les semaines, tous les mois. Alors dans le domaine agricole, agroalimentaire, quelles sont les urgences, les domaines prioritaires à traiter, selon vous ? Il y en a beaucoup. Nous on traite à la fois des thèmes de fond qui sont émergents, qui font un peu bouger les choses aujourd'hui de manière très légère, mais qui ont du sens dans plusieurs années. Mais autrement, au quotidien, on travaille sur les nouvelles technologies, par exemple, le numérique appliqué à l'agriculture ou à l'alimentation, la transparence, la traçabilité. On a aussi des choses sur les nouveaux modes de consommation. On a travaillé récemment sur le flexitarisme, par exemple, pour repenser les régimes alimentaires pour qu'ils soient plus durables. On a aussi beaucoup de travail sur le bail rural aussi, sur le lien entre le propriétaire terrien et son locataire. Et puis pour ma part, sur la transition des pratiques agricoles pour qu'elles soient aussi plus protectrices de l'environnement, des ressources naturelles. Donc il faut accompagner ce changement au plus près de l'agriculteur dans son pilotage. Voilà des thèmes qu'on travaille actuellement. On travaille sur le bio aussi, l'agriculture biologique, les certifications, les contrats carbone, autant de sujets qu'on travaille ensemble. Et justement sur le bio, est-ce que vous voyez une demande une conjoncture de plus en plus favorable à l'adoption justement de vos propositions ? Bien sûr, oui, c'est très suivi. Certaines vont être plutôt à moyen long terme, donc c'est le temps qu'elles mûrissent dans les esprits. Mais quand on propose des choses sur l'affichage environnemental, sur l'éducation alimentaire, c'est autant d'éléments qui sont aujourd'hui des thèmes d'actualité, qui sont de plus en plus défendus. Donc on les appuie aussi et ça a du sens. Après, l'idée c'est d'accompagner tout le monde, donc de provoquer cette transition-là de manière positive et ne pas laisser sur le côté des personnes qui aurait plus de retard dans ces mouvements-là. Donc on essaie d'être avec tous les métiers qu'on représente, notamment la comptabilité ou le métier du conseil, ils sont là aussi pour nous orienter à ce que ça se passe par étapes et de manière efficace dans la durée. Et quelles sont les actions que vous avez déjà mises en œuvre et dont vous êtes les plus fiers chez Agri-ID ? Bonne question. Je pense que tous les travaux, par exemple sur le numérique, on a beaucoup travaillé sur la bioéconomie, de faire des recommandations d'évolution sur le déploiement des nouvelles technologies. On travaille beaucoup avec les Pays-Bas les Pays-Bas et la France pour qu'ils puissent développer ces marchés-là sur le terrain. On a travaillé il y a 2-3 ans, par exemple, sur les contrats carbone déjà. Alors que ce thème-là aujourd'hui est devenu un thème central des évolutions de progrès. Par le passé, on travaillait aussi beaucoup sur la communication positive en agriculture pour aller plus vers le grand public. Et aujourd'hui, on voit très bien que c'est une carence qu'il faut encore corriger parce qu'il y a beaucoup de demandes sur comment on produit, comment on travaille sur le terrain et ce travail-là, il reste à faire. Mais nos idées ont déjà été proposées il y a une quinzaine d'années et sont maintenant mises au goût du jour grâce aux médias sociaux et numériques. Donc voilà quelques exemples d'actions concrètes que l'on peut faire et j'espère que nos travaux actuels sur la comptabilité socio-environnementale des exploitations agricoles auront aussi du sens pratique dans les années qui viennent. Bien, il faut l'espérer. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans le Lettre de l'acheteur, Francky Duchâteau. Je rappelle que vous êtes responsable entreprise durable et territoire pour Agri-ID. Et un peu d'analyse à présent avec Mathieu Driol, senior analyste chez Day by Day. Et on va regarder le cours de plusieurs matières premières agricoles. On commence avec le soybean oil ou l'huile de soja. Oui, bonjour Aude. L'huile de soja qui, en fait, depuis mars 2020, a déclenché un mouvement particulièrement puissant. Alors, ce rebond, en fait, a permis de sortir d'une très longue phase de léthargie de l'huile de soja qui évoluait grosso modo entre 25 et 35 pendant plusieurs années. Et le mouvement entamé en mars avec un petit double creux sur 25 a permis
de tout simplement plus que doubler les cours en l'espace de moins d'une année. C'est un mouvement haussier particulièrement remarquable. La difficulté de ce type de mouvement, c'est premièrement d'être dedans et de ne pas être sorti à un moment en se disant tiens, effectivement on a déjà beaucoup monté, je vais prendre des bénéfices. La seconde difficulté de ce type d'impulsion, c'est de trouver un sommet. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. On ne peut gérer ce type d'accélération que par le bas, en remontant progressivement son niveau, on va dire, d'invalidation de court terme. Ici, c'est 52,97, le récent point bas de la semaine dernière qui nous intéresse. Les cours ont donc marqué un nouveau creux ascendant sur ce niveau. Ils ont accéléré encore cette semaine et ils s'approchent de la zone de résistance majeure entre 58,60 et 60,70. Est-ce que cette zone de résistance majeure bloquera cette impulsion? Rien n'est moins sûr. On peut très bien aller faire des mèches au-dessus sur ce type d'impulsion. Les fins de mouvement sont généralement assez violentes. Les corrections qui suivent, d'ailleurs, peuvent prendre deux formes. Soit un mouvement profond et rapide, une chute très vive en direction du support majeur vers 41, mais soit il faut digérer la phase d'impulsion, et là, le mouvement est beaucoup moins ample, mais il dure beaucoup plus longtemps, là où on peut corriger en quelques semaines de façon violente. Ça peut prendre plusieurs mois, le temps de digérer l'impulsion et de repartir de l'avant. Donc, très compliqué de trouver les sommets et assez compliqué de rester suffisamment dedans pour garder, on va dire, la majeure partie de l'impulsion. Bref, un mouvement haussier qui se tend et qui ne semble pas fini pour l'instant. Et on continue avec le colza ou le canola. Oui, c'est un petit peu quelque chose dans la même veine. Ces actifs sont d'une certaine façon un petit peu fongibles, ou en tout cas ont les mêmes usages. Là aussi, vous voyez la très 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 longue phase de plat du canola tout en bas du graphique et l'accélération haussière avant fin d'année 2020 et le franchissement du niveau majeur aux alentours des 540. Impulsion haussière particulièrement remarquable, là aussi un cours qui a quasiment doublé jusqu'au récent sommet aux alentours des 800. Reste la fin, toujours pareil, très compliqué à dire. On a un petit niveau de support aux alentours des 745 qui peut relancer la tendance haussière à chaque fois. Pour l'instant, on n'a pas de figure de retournement. On a certes un mouvement haussier particulièrement tendu, mais qui ne donne pas de signe de faiblesse. Là aussi, il peut reprendre. En fait, c'est le principe des tendances haussières. Elles peuvent se relancer beaucoup de fois et elles ne s'arrêtent mécaniquement qu'une seule. Pour l'instant, pas de signaux d'arrêt. Oui, beaucoup de tensions. Oui, un surachat manifeste. Compliqué de se dire psychologiquement, il faut que j'en achète à 800 alors qu'il y a 5 mois de cela, ça valait 550. Donc ça, c'est pas simple. Néanmoins, pour l'instant, pas de signe d'arrêt. En tout cas, tant qu'on n'aura pas au minimum enfoncé le support à 750, les perspectives resteront bel et bien haussières vers 850 et 892. Là aussi, c'est un mouvement particulièrement violent, comme on en voit assez peu au final, même si on se projette sur plusieurs années en arrière. C'est quelque chose de très spectaculaire. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Adriol d'avoir décortiqué ces deux hausses, donc sur le soja et sur le colza. C'est la fin de la lettre de l'acheteur, mais tout de suite vous pouvez retrouver le JT de Vue d'ailleurs.